Good Morning Business, le grand entretien. Et le grand entretien Pardon, et c'est de ma faute. Et le grand entretien ce matin, c'est Cyril Chabagnier. Bonjour, vous êtes président de la CFTC. Au menu, évidemment, l'assurance chômage. Le dossier arrive ce matin en Conseil des ministres. On sait déjà qu'on ne va pas énormément négocier sur ce sujet au vu des retours des syndicats et puis du MEDEF. D'ores et déjà, de toute façon, la réforme telle qu'elle est, c'est-à-dire ce qu'on en entend sur la modulation des critères de l'assurance chômage, ça ne vous va pas? On peut toujours en discuter, mais la problématique de base, c'est qu'on se trompe de sujet. Le gouvernement veut faire une réforme de l'assurance chômage parce qu'on a des problèmes de recrutement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une dichotomie entre le fait qu'il y a encore du chômage, 7,4%, et pourtant les entreprises n'arrivent pas à embaucher. Ont du mal à recruter. Ouais. Donc ça, c'est un constat qui est réel, et d'ailleurs, on ne le conteste pas. Le problème, c'est que ça part toujours de la démarche que si on n'arrive pas à recruter, c'est parce que les chômeurs préfèrent rester au chômage que retrouver un travail. C'est là la problématique. Et du coup, le gouvernement veut baisser la durée d'indemnisation et renforcer les critères. C'est-à-dire qu'il faudra travailler peut-être 8 mois pour avoir le droit au chômage. Oui, mais la première problématique, c'est qu'on se trompe de constat et que pour régler le problème de recrutement, il faut travailler sur la politique salariale, sur les conditions de travail, sur l'adéquation entre les besoins de compétences et l'offre de compétences, sur les politiques RH, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est grâce à sur la formation. C'est grâce à ces sujets-là qu'on arrivera à mettre en adéquation et pas à taper sur les chômeurs encore une fois. Donc c'est vrai, l'État aujourd'hui souhaite mettre déjà le régime du ce qu'on appelle contrat cyclique, c'est-à-dire d'être plus dur quand l'économie va bien et plus souple quand l'économie va moins bien. Ouais. C'est une idée qu'on ne peut pas rejeter de la main comme ça et qui se réfléchit d'ailleurs. Celle-ci, vous dites pourquoi pas? Dans un premier temps, ça se réfléchit. L'idée n'est pas stupide et certains pays le font. Le problème, c'est quand on creuse... Le Canada, par exemple, où ça semble-t-il fonctionner? Alors, on n'a pas les mêmes modèles, mais c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Et à la CFTC, on a étudié cette possibilité-là. Le problème, c'est justement quand on rentre dans le détail. Soit on prend des critères qui sont des critères nationaux, et à ce moment-là, c'est pas parce que la France, dans son ensemble, par exemple, va mieux que tous les bassins d'emploi iraient mieux. Et donc, le demandeur d'emploi qui a la malchance d'être dans la région qui va mal, se trouve un peu confronté à la double peine qui est non seulement je suis dans la région où c'est difficile de trouver un travail, mais en plus on durcit les règles. Oui, mais le gouvernement dit on va faire des règles différentes selon les régions. Et alors, si on fait des règles, deuxième possibilité, différentes selon les régions, premièrement, on touche à l'égalité de traitement, ce qui est quand même un véritable problème. Deuxièmement, on touche au fait que les droits ne sont plus directement attachés à la personne, en partie parce qu'on calcule toujours selon votre salaire et les jours travaillés, mais il y a un autre facteur qui rentre en compte. Et après, on va dans une concurrence entre les régions. Pour être au chômage, c'est mieux si je suis dans telle région que dans une autre région. Et si on commence une logique de bassin d'emploi ou de région, la logique va s'arrêter où? Pourquoi demain on ne ferait pas un SMIC régional à ce moment-là? Ça les mêmes conséquences. Certains économistes disent que ça serait... Parce que il y a des différences et en même temps, enfin, vous faites le constat qu'il y a des différences entre régions, mais vous dites qu'il ne faut rien faire pour pallier à ce problème. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Mais il y a des différences de traitement de salaire dans les régions. Vivre à Paris, c'est pas le même coût que de vivre à Albi ou vivre peut-être à Toulon. Donc, donc allons-y de la logique dans ces cas-là et faisons pareil pour le chômage, puisque c'est différent pour les salaires. Le SMIC aujourd'hui, il n'est pas différencié. Dans n'importe quelle ville de France où vous habitez, quand vous touchez le SMIC, vous avez le même salaire. On ne prend pas en compte que le prix du logement n'est pas forcément le même dans toutes les villes de France. Parce qu'on est très attaché à une égalité de traitement et que des droits soient attachés à la personne. Vous soulevez le bon problème. Est-ce que du coup, il ne faut pas aller... on sort du chômage, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'à une régionalisation du SMIC comme certains économistes le préconisent? Non, parce qu'on va rentrer dans une mise en concurrence entre les régions. Et aujourd'hui, on est plutôt sur le fait d'essayer de sortir cette habitude qu'on a eue que l'immense majorité de la population vont s'entasser dans les métropoles ou dans les grandes villes, qu'on essaye d'avoir une politique d'aménagement du territoire, de relancer par les transports, par une politique publique et une politique administrative qui est mieux représentée. Si on va sur le SMIC régional, on va amplifier cette concentration de population sur quelques grandes métropoles. Je ne pense pas aussi que sur la transition écologique, ce soit une bonne solution d'aller vers ça. Alors vous dites l'assurance chômage, je suis prêt à discuter de l'évolution des conditions d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Ça, vous n'êtes pas nombreux parmi les syndicalistes à le dire. Toute la difficulté qu'il va y avoir, c'est, encore une fois, je dis, l'idée
n'est pas à rejeter de la main parce que ça peut être étudié. Quand on commence à la creuser, parce qu'on la creuse, on trouve qu'il y a tellement de difficultés à choisir les bons critères trop de bémols. que ça devient, tous les bémols font que ça paraît extrêmement compliqué. Mais après, il va falloir aussi voir la lettre de cadrage suite au Conseil des ministres que va donner le gouvernement sur savoir quelles vont être nos marges de manœuvre dans cette négociation. Si, par exemple, et vous savez qu'on a parlé aussi après de la gouvernance et du pilotage de l'assurance chômage, si on nous dit, si le gouvernement nous dit, des règles conjoncturelles, ok, mais elles sont à la main des partenaires sociaux ou elles sont à la main de l'État, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et donc, vous voyez, ça va aussi dépendre de la lettre de cadrage. Mais attention aux effets pervers du système contracyclique. Je rappelle quand même que c'est un changement. Pour faire une analogie avec les retraites, là, on est dans une réforme systémique de l'assurance chômage. On change complètement le modèle assurantiel de 1958. Donc, c'est pas rien. Il faut aussi peut-être laisser le temps d'avoir une négociation qui soit d'une durée convenable. Mais vous parlez des effets pervers, effectivement. Il y a aussi un effet pervers aujourd'hui du système tel qu'il est. C'est le système des droits de tirage, c'est-à-dire un certain nombre de gens, et notamment chez les cadres supérieurs et les jeunes, qui utilisent le chômage comme une période de réflexion personnelle sur leur future carrière et qui, du coup, ne rentrent pas vraiment dans les critères du système tel qu'il est. Ça, est-ce qu'il faut dire c'est normal, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, ou est-ce qu'il faut le réformer ? Mais je ne crois pas que cette réforme changera cette pratique-là. Bah si, parce que si par exemple vous dites qu'au lieu de travailler 4 mois comme avant, 6 mois comme aujourd'hui, ça sera 8 mois de durée de cotisation pour avoir le droit de quitter son travail. Et là, vous dissuadez un peu les gens qui font des allers-retours. Il y en a des gens qui font des allers-retours. On en connaît tous. Évidemment qu'il y a des personnes qui font des allers-retours, mais pour reprendre votre exemple, on sait par exemple que chez les cadres qui parfois se sont investis pendant plusieurs années de manière très très importante, ont besoin d'avoir une période de réflexion ou de souffler tout simplement de quelques mois. Mais c'est pas fait pour ça le chômage. Mais on est tous d'accord que c'est pas fait pour ça le chômage. Mais la personne qui s'est investie pendant 6, 7 ans, 8 ans pleinement et qui a besoin de souffler 6 mois, cette réforme-là ne changera rien pour cette personne. Ça, c'est vrai. Et pour des personnes qui font des allers-retours, bon, c'est sûr qu'il faudra peut-être demain 8 mois et non plus 6 mois, ça freinera un petit peu, mais ça changera pas non plus qu'au lieu de faire 6, on fera 8 et qu'on soufflera 4 mois. Enfin, je veux dire, si on veut s'attaquer à cette problématique qui, encore une fois, pour nous est extrêmement... Enfin, ça représente Epsilon, c'est mineur, voilà, ça existe, mais c'est pas ça la problématique de l'assurance chômage. C'est pas Epsilon, c'est pas le problème de recrutement. Et chez les plus jeunes. Voilà. Non, mais après, c'est une philosophie. Une pause n'est pas un problème de recrutement. Voilà, une pause n'est pas un problème de recrutement. Encore une fois, c'est pas le sujet principal, et c'est là où on conteste, on veut nous amener. Et d'ailleurs, on sait bien aujourd'hui que l'assurance chômage, il y a beaucoup le chômage en général, il y a beaucoup de on-dit. Voilà, à longueur de temps, on entend qu'il y a un chômage souhaité, voulu, qui est énorme. Non, le chômage souhaité, il n'est pas énorme, mais juste un chiffre. Plus de la moitié, étude de l'UNEDIC, plus de la moitié des demandeurs d'emploi qui retrouvent un travail qui ne correspond pas ni à leur formation, ni à leurs souhaits, ni à leurs compétences de base. Donc ce qui montre bien que toutes ces personnes-là, même si ce n'est pas le métier qu'ils souhaitaient faire, ou l'emploi qu'ils souhaitaient reprendre, choisissent l'emploi plutôt que le chômage. Vous voyez, ça fait quand même... sur la formation, on a quand même tout fait pour pousser tout le monde à se former. On a fait la réforme du CPF, on a ouvert les vannes sur les financements des organismes de formation. On a même créé quasiment un marché entier. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en fait ? Enfin, excusez-moi, mais par exemple sur le CPF, on a tous été harcelés de messages SMS en disant utilisez votre CPF. Mais c'était pas de la formation, ça c'était des personnes qui vous vendaient tout et n'importe quoi histoire de récupérer l'argent de la formation. Il y a eu énormément d'arnaques. Et moi je suis intervenu d'ailleurs auprès de la Première ministre et du ministre pour essayer d'arrêter ça, et grâce à certaines interventions, dont la mienne, on a supprimé une centaine d'organismes qui étaient que dans une logique commerciale pour essayer de récupérer l'argent de la formation et pas dans une logique de former justement les personnes qui en avaient besoin. Et on voit aussi d'ailleurs que sur le CPF, la plupart des formations, souvent sont des formations qui sont faites utile à la vie parfois plus privée que professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il n'y a pas d'adéquation. On a créé tous ces organismes de formation, on a un besoin de formation, et puis on vient de mettre dans les entreprises des référents justement pour traiter de la formation. Aujourd'hui, la plupart des salariés qui sont en entreprise, la plupart du temps ne savent pas comment utiliser leur CPF, d'ailleurs beaucoup ne l'ont pas utilisé, ne savent pas quoi faire, donc il faut mettre ce référent en relation pour que les personnes réellement suivent des formations qui sont utiles à leur carrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cyril Chabagnier, l'une des propositions
proposition originale de la CFTC, c'est de conditionner les aides aux entreprises à leur engagement pour le climat, leur engagement pour la transition écologique notamment. Est-ce que ça va jusque, ça fait partie des propositions sur la table en ce moment, est-ce que vous souhaiteriez par exemple que le crédit impôt recherche ait une partie ou la totalité qui soit conditionnée aux efforts qui sont faits sur la transition? Pourquoi est-ce que vous voulez conditionner les aides aux entreprises à cette transition? Alors on veut conditionner les aides aux entreprises pour plusieurs domaines. Ça peut être sur l'écologie parce que évidemment il faut aujourd'hui, et on voit bien, il faut qu'on entre dans une période de sobriété. C'est sûr. On peut partager ce terme-là avec le président. Il faut impulser une dynamique. Et le fait de pouvoir favoriser les entreprises qui vont vers cette transition écologique qui parfois demande de forts investissements, en particulier dans l'industrie. Donc cette conditionnalité nous paraît importante pour justement créer une dynamique. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi conditionner les aides aux entreprises, que ce soit exonération de cotisations ou aide publique, à des négociations salariales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les NAO, elles sont permanentes, obligatoires, il y en a même plusieurs fois les par an. NAO n'existent. Alors je veux dire une chose, les NAO n'existent quasiment plus. C'est-à-dire que les NAO sont obligatoires dans le Code du travail, donc vous êtes convoqué à des NAO. Je vous rappelle que ces négociations obligatoires doivent concerner la totalité des salariés. Et dans 8 cas sur 10, la NAO, c'est juste une négociation qui vous dit les premiers niveaux de salaire sont en dessous du SMIC, donc il faut qu'on les réévalue, qui parfois dans la première tranche, juste au-dessus, dit on va faire un petit effort, et ça s'arrête là. Individualisé. Et après, ça s'arrête là, et tout passe par de l'individualisé, vous l'avez dit. Donc ce ne sont plus des négociations obligatoires pour l'ensemble des salariés. Il n'y a plus de collectif, quoi. Ce sont des négociations même bas salaire. Ou même parfois simplement remise à niveau du SMIC, rattrapage du SMIC, ce qui est quand même le minimum. J'appelle pas ça des négociations. Et les entreprises nous disent, et j'en finis là, en un mot, nous disent les NAO, nous ça nous embête, demain on veut passer par tout ce qui est intéressement, participation, prime, le collectif, on n'en veut plus. Sauf que quand vous allez à la banque, les primes, l'intéressement, la participation, ça compte pas pour faire votre crédit voiture, votre crédit maison. Quoi. Vous faites partie à la CFTC, Cyril Chabagnier, des rares syndicats qui vont se rendre au Conseil national de la refondation demain, à l'invitation d'Emmanuel Macron. Pourquoi y allez-vous? Qu'est-ce que vous espérez y obtenir? Alors pourquoi la CFTC y va? Pour deux raisons principales. Un, je pense que quand le président de la République vous invite à une négociation, je pense que l'esprit républicain fait que plutôt on y va. Et la deuxième chose, on s'est tellement plaint qu'on n'avait pas assez de dialogue avec le gouvernement, qu'il n'y avait pas assez de dialogue social, que quand on met en place un CNR pour essayer justement collectivement de discuter et de dialoguer, je pense qu'on peut y aller. Après, on n'est pas dupe, on va aller à cette première réunion, on va voir justement cette première réunion qui sert à déterminer la méthode, les sujets qu'on va traiter, les priorités, comment on va traiter les sujets, par concertation, par négociation, par telle ou telle instance. Donc c'est important de voir ça ensemble. Honnêtement, si à la première réunion de demain, on voit que ce qui se passe, c'est juste une opération de com, ça sert à rien, qui va aboutir à rien, peut-être qu'on n'ira plus. Mais au moins, donnons sa chance à ce projet et allons à la première négociation. Pour voir. On y va pour voir et on y voit parce que à la base, créer cette instance pour essayer de mettre tout le monde autour de la table, y compris les politiques, pour essayer de mieux se coordonner. Il n'y aura pas beaucoup de politiques finalement, vous avez dit. Alors, il n'y a pas beaucoup de groupes politiques, mais dans les dernières informations que je peux avoir, il y aurait les associations d'élus. Oui, département-région. Département-région, même maire peut-être. Et beaucoup de sujets ont une importance dans la déclinaison territoriale. S'ils viennent, une meilleure coordination pourront faire que ça sera important et ça sera peut-être une réussite. Merci beaucoup Cyril Chabagnier, président de la CFTC, d'avoir été l'invité du grand entretien de Good Morning Business. Ce soir, on aura Olivier Dussopt dans Good Evening Business à 19h30 au milieu du travail. Donc, il vous répondra, peut-être qu'il vous donnera des gages. On verra ça ce soir à 19h30.